Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il y a environ un siècle, la mécanique quantique a fait entrer la physique moderne dans un monde étrange. Des particules qui endossent les propriétés d'une onde, des intrications semblant défier la vitesse de la lumière, ou d'étranges superpositions d'états sans commune mesure avec ce qu'on observe dans le monde de tous les jours. Cette dernière propriété a été popularisée par la célèbre expérience du chat de Schrödinger. Elle décrit une expérience où l'on enferme un chat dans une boîte. On y place également une fiole de poison reliée à un dispositif de mesure d'un objet quantique. Si la mesure donne le résultat A, le dispositif brise la fiole de poison et le chat meurt. Si la mesure donne le résultat B, rien ne se passe et le chat vit. Tant que la mesure n'est pas faite, l'objet quantique est considéré dans un état superposé de A et de B. Et donc, théoriquement, le chat est dans un état superposé de vie et de mort. Cette expérience illustre une des difficultés d'interprétation de la mécanique quantique, le problème de la mesure. On peut le résumer à une question simple, pourquoi le monde nous apparaît-il classique avec des objets dans un état bien déterminé, alors que les briques les plus fondamentales de l'univers sont quantiques et évoluent dans des états superposés? Le micro qui me sert à enregistrer cette vidéo a des dimensions, une position ou une température donnée. Il n'a pas d'état superposé. Je ne peux pas dire qu'il est alpha à droite plus bêta à gauche de mon bureau. Il est soit à droite, soit à gauche. Pourtant, les milliards d'électrons qui constituent ces atomes se trouvent, eux, dans des états superposés. Cette frontière entre deux mondes, entre deux ensembles de règles physiques, a donné lieu à bien des interprétations. La plus communément admise est l'interprétation de Copenhague. Elle introduit le concept de réduction du paquet d'ondes. Lorsqu'une observation est menée avec l'appareil de mesure qui accompagne le chat de Schrödinger par exemple, la fonction d'onde d'un objet quantique, la superposition de tous ces états, s'effondre en une seule option sélectionnée par hasard. Un hasard pondéré mais un hasard tout de même. Cette interprétation est aujourd'hui la plus acceptée, mais elle n'est pas la seule. Dans les années 50, un physicien américain, Hugh Everett, a proposé une explication alternative qui permettrait de comprendre pourquoi lorsqu'on observe des objets quantiques, ils semblent perdre leur état de superposition. C'est une théorie qui a des ramifications sur l'univers entier, ou devrais-je même dire, sur le multivers. Pour commencer à comprendre la théorie d'Everett, il faut déjà cerner quelques concepts fondamentaux de la mécanique quantique. Cette dernière nous dit que les systèmes quantiques sont décrits par une fonction d'onde, qui offre une description de tous leurs états possibles. Voilà par exemple la fonction d'onde d'un électron dans un atome d'hydrogène, représentée avec différents niveaux d'énergie. Elle nous montre une échelle de probabilité. L'électron a plus de chances de se trouver dans les parties claires que dans les parties foncées. En l'absence de mesure, l'électron existe dans tous ses états superposés. C'est pour ça que sa représentation par une particule ponctuelle est trompeuse. L'électron est l'ensemble du nuage, il est décrit par la totalité de la fonction d'onde. Si l'on parvient à réaliser une mesure de sa position, sa fonction d'onde se réduit pour nous donner une information de localisation plus précise. C'est un hasard probabiliste qui décide du résultat de la mesure. C'est en tout cas ce que nous dit l'interprétation de Copenhague. Hugh Everett n'était pas enchanté par cette explication. Elle donne un rôle disproportionné à l'observateur. Elle laisse une place au hasard et elle nous dit pas vraiment pourquoi la fonction d'onde s'effondre lors de l'observation. Il a donc proposé en 1957 une interprétation alternative. Dans sa théorie, la fonction d'onde est préservée malgré l'observation. Tous les résultats possibles d'une mesure quantique ont en fait lieu en parallèle. Le chat de Schrödinger continue donc à être à la fois vivant et mort une fois qu'on ouvre la boîte. La petite subtilité, c'est que ces deux états possibles ont lieu dans des mondes parallèles. À l'ouverture de la boîte, l'arbre des possibles se scinde en deux. Dans un univers, le chat est vivant et dans l'autre, le chat est mort. À chaque fois qu'un événement quantique avec plusieurs résultats possibles se déroule, l'univers crée de nouvelles réalités pour poursuivre chaque embranchement. Nous vivrions donc dans un univers évoluant en parallèle d'une multitude d'autres univers qui illustreraient chaque possibilité de chaque événement quantique.
Ça donne le vertige, ça paraît complètement barré, mais c'est une possibilité qui reste prise au sérieux par de nombreux chercheurs. Le monde quantique est tellement étrange que quelle que soit l'interprétation qu'on choisit, il faut s'accommoder de bizarreries diverses. Si la théorie d'Everett a su séduire certains physiciens, c'est qu'elle résout certains problèmes posés par l'interprétation de Copenhague. Plus besoin de réduction du paquet d'ondes. Les objets quantiques n'ont donc plus besoin de se plier lors de mesures aux exigences d'un monde sensible régi par la mécanique classique. La théorie d'Everett permet ainsi de conserver la totalité de la description mathématique de la mécanique quantique sans introduire de nouveaux concepts, ce qui la rend pour certains très séduisante. Plus de place laissée au hasard non plus. Le résultat d'une mesure, la position d'une particule ou l'état de santé d'un chat n'est pas un simple coup du destin. Tous les résultats possibles sont représentés à l'échelle du multivers. L'impression d'un résultat hasardeux nous vient du fait que notre univers particulier ne le produit que d'un seul de ses résultats. L'observateur retrouve par ailleurs une place quelconque dans le cosmos. Ce n'est pas lui qui force les particules à choisir des états par la puissance de sa curiosité. Il est simplement le témoin d'un cas particulier qui n'est qu'une partie de l'histoire, lesquels ne peut connaître une description totale qu'à travers plusieurs univers. Pour expliquer la frontière qui existe entre le monde quantique et ses états de superposition et le monde classique déterministe, la théorie d'Everett peut s'appuyer sur le phénomène de décohérence quantique. Celui-ci décrit comment lorsqu'un système quantique gagne en complexité, il multiplie les interactions. Ces dernières réduisent les degrés de liberté possibles dans les différents états de superposition. À partir d'une certaine taille, un système quantique ne peut plus connaître de superposition, et il entre donc dans le domaine de la mécanique classique. C'est aujourd'hui un principe qui est assez largement accepté, même en dehors de la théorie d'Everett. Bon, bien entendu, on peut aussi trouver des critiques évidentes à la théorie d'Everett. Créer des univers entiers juste pour expliquer le destin d'une particule 1 million de fois plus petite qu'un cheveu, ça paraît un peu fort de café. Sa théorie ne semble donc pas passer le test du rasoir d'Occam, un principe de raisonnement qui cherche à éliminer un maximum de complexité dans la recherche des causes d'un phénomène. Everett ne nous dit pas non plus ce qu'il faut entendre par ces mondes parallèles. Quelle est leur réalité physique? Quelle est notre réalité physique? Qu'est-ce que ça veut dire de créer un nouvel univers? Est-ce que je peux simplement scinder la réalité en faisant une mesure quantique? Quel est le rôle de la conscience dans la création de nouveaux mondes? Si je ferme les yeux au moment d'ouvrir la boîte de Schrödinger, est-ce que j'évite de scinder l'avenir en deux réalités distinctes? Ce sont des interrogations qui paraissent fondamentales et pourtant sans réponse possible. Un des autres gros reproches que l'on peut faire à la théorie d'Everett, c'est qu'elle est complètement intestable. Elle ne prévoit aucune sorte de lien entre les différents univers. On ne peut pas espérer les observer, les étudier ou même simplement confirmer leur existence. Il faut donc se contenter de les admettre pour éviter le problème de la réduction du paquet d'ondes. Ça reste défendable, mais on comprend aisément ceux qui choisissent de ne pas en faire leur interprétation privilégiée de la mécanique quantique. Ce sera peut-être la cosmologie qui permettra un jour de trancher dans le débat. La théorie d'Everett a beau concerner l'infiniment petit, elle a également des répercussions dans l'infiniment grand. Ces dernières ont bénéficié d'un certain effort de recherche au cours de ces dernières années. Un argument que je trouve personnellement particulièrement efficace est que la théorie d'Everett peut apporter une solution au problème de l'ajustement fin des paramètres de l'univers. Souvenez-vous, on avait réalisé un dossier de l'espace sur le sujet. Les lois de la nature semblent presque taillées sur mesure pour permettre l'émergence de la matière et même de la vie. Si on changeait les propriétés de certaines particules de seulement 0,1%, l'existence de toute notre réalité matérielle deviendrait impossible. Certains y voient la marque d'un créateur intelligent, et d'autres en font un argument fort pour défendre l'existence d'un multivers. Notre univers pourrait ainsi être un des rares univers intéressants au milieu d'une multitude d'univers où il ne se passe pas grand-chose. La théorie d'Everett permet de poser un cadre à une telle explication en autorisant un principe qui justifierait la présence de tous ces univers. C'est encore une fois intestable, mais cela a le mérite de retirer une épine du pied de la cosmologie. Certains chercheurs pensent également que la théorie d'Everett pourrait apporter une solution au paradoxe de l'information, le fait que les trous noirs semblent faire disparaître de l'information de l'univers. À l'échelle d'un multivers, cette information serait conservée et on se retrouverait là aussi avec une épine en moins.
Vu de notre train-train quotidien, toutes ces considérations peuvent sembler futiles et fantaisistes. Mais c'est le cas de toute la mécanique quantique, et pourtant la réalité de celle-ci n'est plus à prouver. On n'aura peut-être jamais de certitude sur la manière dont il faut interpréter les étranges résultats qu'elle produit. Cela fait un siècle que certains physiciens et philosophes proposent une multitude de cadres de pensée, et lorsqu'on se penche sur toutes les options possibles, le recours à des univers parallèles n'apparaît pas forcément le plus invraisemblable. Il y a donc peut-être dans une autre réalité, difficile à définir, une version de vous qui a réalisé tous vos rêves et une autre qui est complètement au fond du seau. Cela permet au moins de relativiser sur sa condition personnelle. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.